Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à l'industrie du métal et pour cela, nous recevons une invitée originaire du Mali. Après 15 ans d'expérience passée dans le secteur du luxe et des cosmétiques, elle choisit de se réorienter dans les métiers de l'or. On la surnomme à ce propos la Golden Lady. Sans plus tarder, let's focus on Mana Mariam. C'est parti! Mariam, bonjour. Bonjour Rachel. Bienvenue dans Let's Focus On. Merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Moi, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet dont on parle peu, un sujet qui pourtant est important pour nous, Africains. Tout à fait. Et donc, je le disais tout à l'heure en introduction, 15 ans d'expérience dans le luxe, dans les cosmétiques. Absolument. Et puis, 15 ans après, donc en 2017, tout à fait. Tu décides de te lancer dans l'industrie du métal, dans le jargon comme on dit, de l'or, pour que les personnes qui nous suivent puissent comprendre de quoi il s'agit exactement aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as deux sociétés, donc je vais te laisser tout à l'heure les présenter. Oui. Tu te positionnes principalement sur deux volets, mais avant de nous présenter donc, ton activité, tes activités, nous on aimerait comprendre d'où vient cet engouement pour l'industrie du métal, pour l'or, d'où te vient cet engouement-là? Alors déjà, on va dire que de par mes origines du Mali, mon ethnie soninké, on a un peu grandi dans l'or. Maman à l'époque, elle achetait toujours, elle économisait, elle faisait ses tontines et elle achetait ses 100 grammes d'or par-ci, 100 grammes d'or par-là. Donc on a grandi dans cette culture-là. Et un jour, j'ai une tata à moi, Monique, que je salue d'ailleurs, qui est une businesswoman et qui justement était d'entreprendre dans cet univers-là. Elle était en pleine transaction et elle m'a dit « Écoute ma fille, ce serait bien que tu t'exerces et que tu essayes dans le métal ». J'ai dit « D'accord, pourquoi pas ?» et elle me dit « En tant que broker ou en tant qu'apporteur d'affaires ». Et donc a commencé cette aventure avec Tata qui m'a coachée, accompagnée dans ce milieu-là. Et donc en 2018, j'ai fait mon premier pas, on va dire cela comme ça, une première tentative et j'ai été en Guinée. Ça a été un flop total, mais je ne regrette pas et c'est d'où l'importance d'aller au bout de ses ambitions parce que c'est là-bas que j'ai rencontré mon coach, celui que je considère aujourd'hui comme mon coach, qui m'a vraiment accompagné dans cet univers-là, que je salue aussi, Mohamed Kayassi. Donc voilà. Coucou à Mohamed Kayassi au passage. Coucou. Alors du coup, comme je le disais à l'instant, tu as deux sociétés. Oui. Est-ce que tu peux nous les présenter? Donc comme je l'ai dit également, deux volets. Aujourd'hui, tu te positionnes apporteur d'affaires, tu viens de le mentionner, mais on a aussi tout un volet exploitation minière. Est-ce que rapidement, sans trop spoiler, tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais et dans quel pays tu interviens? Totalement. Alors, je vais avoir 3 pôles de compétences, on va dire. Aujourd'hui, je travaille en joint venture avec le groupe Favdaz et on est dans la vente et l'achat ainsi que les investissements.
Fafda, c'est un groupe qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, qui a été créé par un talentueux, visionnaire businessman qui est David, que je salue d'ailleurs, et qui a divisé cette activité en 4 pôles. On a le Fafda's Home, donc qui est l'aspect immobilier. On achète, on rénove tout ce qui est appartement et on loue aussi tout ce qui est appartement de luxe. On a Fafda's Petroleum, oui. Et là on distribue du pétrole sur le Ghana et l'Afrique de l'Ouest. D'accord. On va avoir Fafda's Logistique aussi qui là est plus dans le transport. Et là où j'interviens, Fafda's Mining, où là on travaille avec nos mines et dans la vente, l'exportation, enfin avec toutes les licences qu'il faut du métal. D'accord, donc avec Fafda's, c'est là où tu te situes tu te positionnes en tant qu'apporteur d'affaires. Absolument, en tant qu'apporteur d'affaires. Et surtout, l'idée en fait aujourd'hui, Fafda c'est un groupe qui existe, comme je le disais, depuis plusieurs années et qui ont différents bureaux, à savoir à Londres, Paris, Dubaï et le siège qui est à Accra. Aujourd'hui, Fafda's veut démocratiser la vente de l'or aux clients lambda. C'est pour ça qu'ils se positionnent aujourd'hui en Europe. Ils font vraiment la jonction entre les Européens et l'Afrique pour faciliter l'accès à l'or à des prix intéressants. D'accord, on va y revenir sur tous ces aspects-là. Et donc du coup, le deuxième volet majeur de ton activité? Et oui, et là il s'exerce plus en Afrique, donc en l'occurrence en Guinée et au Mali, qui est donc mon pays d'origine, où là on va avoir 2 volets. Le volet exploitation minière avec des permis d'exploitation et des partenaires, oui. Des partenariats que nous faisons pour avoir une exploitation semi-industrielle. Et la partie qui me tient à cœur, qui est donc la partie production artisanale pour avoir notre propre production. D'accord. Alors, idem, on va revenir sur tous ces points tout au long de l'échange. En préparant cette interview, en fait, j'ai pu constater effectivement que l'industrie de l'or, le marché de l'or connaît un plein essor depuis plusieurs années en Afrique, oui. Principalement en Afrique de l'Ouest. Oui. Selon toi, à quoi est dû cet essor-là du marché de l'industrie de l'or? Alors, il y a différents facteurs. Déjà, on se rend bien compte qu'en Afrique, il y a beaucoup d'or, notamment en Afrique de l'Ouest. On a découvert récemment un filon d'or, filon saharien, qui part du Soudan jusqu'en Mauritanie. Ça, c'est le constat qu'on a et qu'on sait qu'il y a beaucoup de métal sur l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Dans une dimension mondiale, aujourd'hui, depuis que le métal a été découvert, dans le monde, on a extrait plus de 200 000 tonnes d'or, ce qui équivaut à 80% de la ressource qui existe au monde. Et il reste d'ailleurs 20%. Et quand on détaille encore et qu'on va plus loin, on regarde le top 10, le top 10 mondial, on va voir que les producteurs, les leaders en termes de production mondiale de l'or sont la Chine, numéro 1, l'Australie numéro 2, et ensuite on a la Russie. Dans ce top 10, on a 3 pays d'Afrique. Le Ghana, qui est en 6e position, l'Afrique du Sud et ensuite le Soudan. Et quand on part sur l'Afrique, eh bien, le Ghana, c'est le numéro 1 sur le continent africain. Et dans l'Afrique de l'Ouest, on a Ghana numéro 1, Mali numéro 2 et Burkina Faso numéro 3. D'accord. Et là où l'analyse est intéressante, c'est que la production mondiale, elle vient en top 1, Chine, comme je t'ai dit, Chine, Australie et Russie. D'accord ? Quand on regarde la production des ressources au niveau des terres de chaque pays, oui. Là, l'Afrique produit le plus. D'accord. Alors, si je comprends bien et que j'essaye de résumer, au final, comme on l'a dit, on le sait, l'Afrique, sol fertile, terre riche. Néanmoins, finalement,
toute cette production-là, tu as cité des pays qui aujourd'hui s'inscrivent dans le top 20 au niveau mondial. Finalement, si je comprends bien et que j'essaye de résumer, ces richesses-là, le continent n'en profite pas ou peu. La Chine, top 1 producteur mondial, mais top 8 sur ses propres terres avec à peine 2000 tonnes sur ses terres. C'est-à-dire qu'elle se produit ailleurs. Mais alors, comment justement faire en sorte que le continent africain puisse jouir de ses richesses en fait? Parce qu'au final, on l'a compris, ce marché est en plein essor sur le continent, mais les Africains n'en profitent pas. Qu'est-ce qui devrait être fait selon toi, de par ton regard et ton expertise, pour que l'on puisse bénéficier de ces richesses-là et les conserver, enfin, pour que l'on puisse vivre de cette économie-là sur le continent? Alors déjà, on a un fléau qui est notamment les zones de conflit que nous avons sur le continent. Aujourd'hui, on a des milliards de dollars d'or qui proviennent de ces zones de conflit et qui sont acheminés vers les marchés internationaux. Sans aucune difficulté. Ça, c'est un vrai problème. Les victimes, c'est ce qu'on appelle le commerce de l'or responsable. C'est-à-dire que ce sont les orpailleurs traditionnels et la production artisanale qui en paient les frais. Pourquoi? Parce qu'on a des criminels, des hauts armés qui les exploitent. Ça crée de la corruption. Et ces orpailleurs également aussi, aujourd'hui, luttent pour avoir des autorisations, pour avoir des permis. Sans parler, Rachel, du niveau des taxes qui est en total déséquilibre d'un pays à un autre. Donc tous ces fléaux font que finalement, ça va générer de la contrebande. Et ça, c'est un réel problème sur le pays. Donc finalement, si je comprends ce que tu expliques, on a un marché noir aujourd'hui qui se développe. On a des problèmes de conflictuels au niveau de certaines régions, notamment le Sahel, comme tu l'as dit. Tout à fait. Et pas que le Sahel. Hein. On l'a vu au niveau de l'Afrique centrale, oui. Au niveau de l'Afrique, même au niveau du Sud. C'est vraiment général sur tout le continent africain. Comment encadrer les activités, j'entends par là, comment vraiment réglementer ce marché-là de l'or? Alors, moi je pense que dans un premier temps, il faudrait sanctionner ces entreprises externes et internationales qui rachètent cet or, qui provient justement de ces zones de conflit-là, sans vraiment se soucier de la provenance du métal. Ça, c'est une première des choses. Ce qu'il faudrait faire également, ça va être d'un point de vue du continent, de rééquilibrer, il faudrait cadrer tout cela et de rééquilibrer les taxes d'un pays à un autre. Parce que fatalement, si au Mali, on achète de l'or, on achète du métal, les taxes sont à un certain prix, et que en Guinée ou au Ghana, les taxes sont à un autre prix, c'est ce qui va inciter justement ces orpailleurs, sans parler des prix des taxes qui sont d'un pays à un autre très élevés, ça va inciter encore une fois à la contrebande. Donc là, il va être important encore une fois de régulariser sur tout le continent, et ça ne peut se faire qu'à l'aide de nos gouvernements et des ministères, de régulariser vraiment cela. La troisième chose qui peut être très très bien aussi, ça va être d'aider les orpailleurs et de formaliser en fait leur activité en les autorisant à avoir des permis. D'accord. Ça va vraiment éviter tout ce qui est blanchiment d'argent, contrebande et revente de métal qui est issu de ces zones de conflit. Ok. Alors j'aimerais revenir quand même sur un point parce qu'on parle de réglementation, essayer de cadrer les activités sur ce marché-là. Et il me semble qu'au Ghana, le Ghana a une pratique particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le Ghana justement pour pouvoir profiter de cette économie-là, comme on le disait tout à l'heure? Et oui, ce qui justifie, le Ghana est très réglementé au niveau des procédures concernant l'or. Et c'est ce que je disais, tu sais, ce métier-là, c'est un métier qui est assez sport parce qu'il y a pas mal de niveaux d'escroquerie et autres.
Au Ghana, si tu n'es pas citoyen ghanéen et tu n'as pas ta licence d'exportation, tu ne peux pas sortir avec du métal. C'est une manière aussi de contrôler ce qui se passe et ça te permet d'équilibrer ton PIB. Donc c'est hyper important. Il y a des personnes qui malheureusement, alors elles vont justifier cela en disant que c'est une escroquerie, viennent en FOB, alors il y a le système on va y revenir, voilà, on va y revenir. Mais qui viennent pour acheter du métal et finalement ils partent à l'aéroport et on ne les autorise pas à, à repartir avec cette marchandise-là, quand bien même ils les payent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas citoyens ghanéens et qu'ils n'ont pas cette licence-là. Et tu penses que c'est une pratique qui devrait être généralisée aux autres pays qui, Absolument. Moi, je pense que ça peut contribuer énormément sur l'économie de chaque pays. D'accord, ok. Alors, Mariam, finalement, industrie en plein essor, certes. Comment investir dans l'or? Si moi, je veux investir dans l'or demain, bienvenue chez Favgaz. Comment prendre? Tu peux investir, il y a différentes manières d'investir. Ce que je dis aussi, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant parce que c'est un milieu assez dangereux, assez mafieux, même si je peux me permettre. Dangereux, pourquoi dangereux? Alors dangereux, ça revient encore une fois à ces pratiques qui ont été exploitées par comment dirais-je, les criminels, pour ne pas citer les djihadistes, tous ces gens-là. Donc ça, c'est à ce côté-là. Et ce qui engendre le blanchiment d'argent. Mais pour en revenir à ta question, pour pouvoir acheter du métal, il faut avoir la bonne méthode. Et aujourd'hui, quand Favgaz vient à Paris, c'est pour apporter ce service-là et surtout apporter de la sécurité pour l'acheteur lambda. Aujourd'hui, vous achetez votre bullion en banque ou ailleurs à des prix qui sont au prix fort. Aujourd'hui, chez Favgaz, on va vous apporter un produit de qualité, de manière sécurisée, qui est contractualisé, donc votre métal, vous allez l'avoir avec un contrat, régi sous les lois du pays. Donc on vous apporte tout ce côté sain, de manière à ce que lorsque vous souhaitez acheter de l'or, ça devient accessible et surtout à un prix intéressant. Intéressant. Alors, tu as souligné un point qui m'a interpellée. Effectivement, un marché dangereux, beaucoup de corruption, beaucoup d'escroqueries. Et je pense que, à quel niveau se situent aujourd'hui les escroqueries dont on parle? Je pense qu'il est important qu'on puisse expliquer pour que chacun d'entre nous puisse comprendre où interviennent, à quel niveau de la chaîne en fait interviennent ces escroqueries. Concrètement, si moi je veux investir dans l'or, quel est le processus? Comment ça se passe? Où est-ce qu'il va falloir être vigilante? Alors, l'escroquerie, elle vient des deux côtés. Elle vient aussi bien des acheteurs que des vendeurs. Et alors, il y a des méthodes de vente. Comme on disait, on a le CIF et le FOB. Donc, le CIF, c'est je suis la vendeuse, je suis au Ghana, et je viens t'apporter ton or en Occident, en Europe, en Belgique et autres. D'accord. Je viens t'apporter ton métal. Okay. L'escroquerie, à ce niveau-là, où elle peut se situer? Le plus fréquemment, c'est lorsque moi je viens, alors moi je suis le vendeur d'or, je viens te vendre ton or, on va dire, en Belgique, en Europe. D'accord? Et tu vas voir, toi, en tant qu'acheteur, tu vas me mettre à l'aise et me proposer, pour gagner du temps et pour que la transaction financière, à la fin, se fasse rapidement, de directement mettre les noms, le métal à ton nom, c'est-à-dire toute la partie administrative, que je la mette directement au nom de Rachel, et donc, tu vas m'expliquer qu'une fois qu'on aura fait la vérification à la raffinerie et après fonte, qu'on aura vérifié le cours de l'or à l'LBLMA, dont LBLMA, c'est London Bullion Market Association, qui est une organisation professionnelle qui donne le cours de l'or en temps réel.
Donc à partir de ce moment-là, on a vérifié la fonte du métal. Il s'avère que c'est du métal et on a le prix versus LBLMA. Tu bénéficies de ta remise et c'est là que l'escroquerie va intervenir. Parce que soit l'acheteur, et c'est souvent en bande organisée, hein, il est en lien avec la raffinerie, ou il a sa propre raffinerie ou fonderie, et là tu ramènes le métal, tu le fais fondre. Et là, ton acheteur, il te dit, mais c'est pas du métal que vous m'avez apporté. D'accord. Alors, pour comprendre, l'escroquerie se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'erreur qui a été faite, au moment où moi, je vais faire cette expertise-là, pour m'assurer que l'or, le métal est vrai, soit vrai, la raffinerie peut être de mèche donc avec le vendeur. Tout à fait. Et du coup, me faire croire que mon métal n'est pas le vrai. Oui. Et à ce moment-là, c'est là du coup où se situerait l'escroquerie. Absolument. D'accord. Parce qu'à ce moment-là aussi, tu souhaiterais récupérer ton métal. Bien mais sûr. le métal a déjà été mis à ton nom. D'accord. Oui. Donc, même au niveau des lois, tu as perdu ton métal. Ok. Tu vois? Ça, c'est d'un point de vue au niveau de l'acheteur. Au niveau des vendeurs aussi, il y a aussi des escroqueries. Moi, j'ai mon oncle, par exemple, qui est parti acheter des diamants dans un pays en Afrique. Il est ressorti, il y a eu un guet-apens. Ça se fait. Mais la plus courante, et parce que les gens ne le savent pas, ça revient à ce qu'on disait concernant le Ghana, tu peux aller, donc là, on est en technique FOB, ok, tu viens au Ghana m'acheter de l'or. Dès l'instant où tu sors de mon usine ou de ma fonderie avec le métal, je ne suis plus responsable du matériel. D'accord, je ne suis plus responsable de ton métal. Donc, par chance, tu ne te fais pas braquer, tout va bien, ou tu as pris des mesures de sécurité, on va partir du principe que tout va très bien. D'accord? Mais arrivé à l'aéroport, si tu n'es pas ghanéenne, si tu n'as pas ta licence d'exportation, tu ne peux pas partir avec l'or. Oui. Ça veut dire que tu l'auras payé, tu m'auras payé, en vain. Mais l'or restera sur le pays. D'accord. Alors, Mariam, du coup, ça m'emmène à ta deuxième activité. Oui. On a parlé tout à l'heure d'exploitation. Oui. Tu nous expliquais en début d'interview qu'aujourd'hui, l'une de tes ambitions, c'est vraiment de pouvoir gérer ta propre production. Oui, tout à fait. Ma question peut paraître assez banale, mais finalement, j'ai envie de dire, quels sont les avantages à gérer sa propre exploitation minière ? Ça a plusieurs avantages. Déjà, le fait d'avoir ta propre exploitation minière, en termes de coûts, si on veut l'exporter et le vendre, on a tout de suite, c'est notre métal, c'est notre or. Donc le coût est plus intéressant et le bénéfice est beaucoup plus intéressant. Parce que, comme je te disais dans mes deux activités de la société MK Import-Export, on va avoir cette partie où nous avons des permis d'exploitation. Et là, on va collaborer avec des partenaires qui vont venir investir dans nos mines pour justement l'extraction du métal de manière industrielle ou semi-industrielle. Donc, on partage encore là le gâteau. Alors qu'en ayant ma propre production, là, on est peut-être sur des plus petits volumes, on a des placers, une équipe d'orpailleurs que l'on équipe, et puis, si tu veux, c'est ancestral. On travaille avec des villages, et donc déjà, il y a un rapport humain qui est hyper important, moi, ce qui me plaît énormément. On crée un lien de confiance quand on travaille avec ces gens-là. Le contrat papier, finalement, n'a même plus aucune valeur à leurs yeux, puisque c'est la manière dont on va collaborer avec eux et les conditions dans lesquelles on va les mettre. Parce que c'est un milieu aussi très, quand je disais dangereux pour les orpailleurs, de descendre en mine. Et d'ailleurs, j'ai une pensée particulière pour les mineurs qui sont bloqués depuis des semaines au Burkina Faso. Ouais. Ça fait partie de la réalité. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est un art qu'il faut qu'on pérennise, mais qui a besoin d'être accompagné. Oui. Et c'est pour ça que j'incite vraiment les gouvernements à faire le maximum pour faciliter les orpailleurs traditionnels. Les équiper. Exactement, les équiper, leur faciliter au niveau des taxes pour qu'ils puissent accéder aux taxes et accéder aussi à avoir,
et possibilité d'avoir les permis de manière à éviter, encore une fois, on en revient, tout ce qui est contrebande, blanchiment d'argent et autres qui vont être générés par ces unités d'armée. D'accord. Alors j'ai une question. On parle de permis d'exploitation. Combien ça coûte un permis d'exploitation? Rachel. C'est la question qui fâche? Ça, c'est confidentiel. D'accord. Mariam, on arrive à la fin de notre échange, oui. Mais avant, on a une tradition dans cette émission. Oui. Je le dis toujours. On aime poser ce genre de questions insolites à nos invités. Très bien, j'écoute. Es-tu prête à répondre à nos questions insolites? Ah là 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 là. Allez, let's go. Elles sont gentilles, nos questions. C'est parti pour les questions insolites. Alors, Mariam, quelle est la plus grosse dépense que tu aies faite pour un coup de cœur? M'acheter mes premiers diamants, ma bague. J'étais fière. C'est pas un homme qui m'a offert mes diamants, c'est moi-même. Independent women. A little bit. Mariam, ta plus grosse bêtise? Le là, on dit long. Hein. C'est qu'il n'y en avait pas qu'une. Hein. Bêtise. Ah là là. À quel niveau? On en a fait des bêtises. Je ne saurais te dire. Ma plus grosse bêtise, c'est peut-être de m'être fâchée avec une personne qui m'est très chère. Même pas fâchée, hein, très clairement. Mais on a eu un différend qu'on ne saurait expliquer. Et aujourd'hui, cette personne me manque beaucoup. C'est une tante à moi, donc ouais, je dirais cela. Mariam, si aujourd'hui on te donnait l'opportunité de rencontrer une personne, la personne de tes rêves, ça serait qui? Je rencontrerais notre King Mansa Moussa. Pourquoi? Parce que je lui demanderais ses astuces pour avoir généré autant de milliards dans l'or. Argent, argent. Eh oui. Merci Mariam. Merci Rachel. Mariam, on arrive à la fin de notre échange. Merci pour toutes ces informations. Et moi, j'ai été ravie de faire cette interview avec toi parce que j'ai appris énormément de choses sur ce marché du métal. Avant de se quitter, est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu souhaiterais porter à notre audience? Tout à l'heure, je disais comment investir. Quel message tu pourrais porter aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent et qui peut-être seraient intéressées par tes services ou autres? L'or, c'est une valeur refuge. Donc, si vous souhaitez investir dans l'or, vous pouvez. Maintenant, il faut mesurer cela, être bien accompagné. Voilà, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, il est intéressant, au vu de la conjoncture actuelle et de tout ce qui se passe, d'investir dans cette marchandise monétaire, mais toujours avec beaucoup de vigilance. C'est pour ça qu'on vous invite chez Favdaz à venir nous rencontrer. Investir avec beaucoup de vigilance. Favdaz vous accompagne dans cette démarche. Merci beaucoup Mariam pour toutes ces explications. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à toute mon équipe ainsi qu'à tous mes partenaires. Rendez-vous comme habituellement la semaine prochaine sur votre chaîne Vox Africa.